Bonsoir. Hrant Dink a été assassiné il y a 16 ans. Et depuis 16 ans, nous essayons de garder son mémoire actif, non seulement pour rappeler son assassinat, mais en même temps pour continuer le travail de mémoire et le combat politique que Hrant avait mené avec nous en Turquie depuis les années 90. À Paris aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer encore à la fois la mémoire de Hrant Dink, mais aussi ses combats, mais aussi se poser aujourd'hui la question une nouvelle fois, mais dans un contexte différent. Nous avons choisi aujourd'hui le thème fédérateur de cette soirée autour de cette question. Comment garder l'espoir face aux régressions? Pas une seule régression, plusieurs régressions. D'abord, commençons par la régression sur la question arménienne en Turquie, dans la région. Depuis l'assassinat de Hrant Dink, nous avions gagné du terrain en Turquie, en mémoire de Hrant, mais aussi par la mobilisation de la société civile, pour qu'il y ait un travail de mémoire sur les génocides arméniens, sur la reconnaissance du massacre des Arméniens, de la discrimination des Arméniens, mais pas que les Arméniens, des minorités de toutes sortes en Turquie qui ont souffert de ce nationalisme acerbe, de ce nationalisme agressif. Malheureusement, depuis quelques années, et plus particulièrement depuis 2015, nous avons connu une certaine régression sur ce travail de mémoire. Depuis quelques années, nous n'avons plus la possibilité d'organiser la commémoration le 24 avril, par exemple, alors que nous avions commencé à le faire publiquement en 2009. Depuis quelques années, les pouvoirs publics, les préfets, les sous-préfets n'autorisent plus les réunions. Mais quand même, il y a une volonté dans la société civile de continuer ce combat, donc de résister à la régression et de laisser le travail aux jeunes, aux futures générations. Il y a une régression sur la réconciliation entre la Turquie et l'Arménie. Hrant avait œuvré là-dessus. Après sa mort, les choses étaient accélérées. Depuis la deuxième guerre de Haut-Karabakh, malheureusement, la situation est devenue beaucoup plus tendue. Et nous allons voir tout à l'heure le témoignage de notre ami depuis l'Arménie qui nous montre que, au-delà des pouvoirs publics, c'est la société elle-même en Arménie, en Turquie, qui porte aujourd'hui une certaine tension, une certaine tension et une certaine possibilité de conflit futur. La régression, c'est aussi politique. La Turquie a connu, depuis l'assassinat de Hrant Dink, des moments d'avancée démocratique, mais depuis une dizaine d'années, depuis les événements de Gezi, une régression démocratique extrêmement grave. Nos amis sont en prison. Osman Kavala, qui avait participé à plusieurs de nos activités, est en prison depuis 5 ans et demi. L'ex-dirigeant du Parti démocratique du peuple, Selahattin Demirtas, est en prison. Des 6000 membres du Parti démocratique du peuple sont en prison aujourd'hui pour des raisons exclusivement politiques. Des avocats, des journalistes sont en prison aujourd'hui. Il y a une régression démocratique extrêmement grave et un autoritarisme qui se transforme en une autocratie personnelle de Tayyip Erdogan. Cette régression est aussi très grave. Et enfin, une régression sur le terrain social. Aujourd'hui, depuis le 6 février, la Turquie traverse aussi un moment extrêmement pénible. Un grand tremblement de terre prévisible, un grand tremblement de terre qu'on pouvait ne pas empêcher, mais limiter les dégâts, a frappé par l'incurie du gouvernement, par l'irresponsabilité des pouvoirs publics, et nous avons connu une deuxième régression après 99, une honte sur le gouvernement. L'État turc s'est défait à travers ce tremblement de terre et peut-être, nous attendons justement de toutes ces régressions une issue possible. Nous espérons que les futures élections législatives et présidentielles en Turquie puissent arrêter cette perte de démocratie, cette perte de civilisation que veulent nous imposer les pouvoirs nationalistes et islamistes en Turquie. Aujourd'hui, nous allons écouter plusieurs témoignages. Et cette soirée
Comment garder l'espoir face aux régressions a été organisé par l'Assemblée des originaires de Turquie, l'AKORT, par le collectif du Rêve commun, par le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, par le Conseil démocratique kurde de France, par le Péniche Anako, par les Nouvelles d'Arménie Magazine, par l'Union culturelle française des Arméniens de France et grâce au soutien indéfectible que nous remercions tous, au nom de tous, je remercie Madame la maire de 10e arrondissement, Alexandra Cordoba. Chers amis, il y a 16 ans, nous perdions un héros de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la liberté d'affirmer haut et fort, dans un pays où il savait que ses propos allaient lui valoir l'hostilité du gouvernement, que le peuple arménien avait été victime d'un génocide organisé par l'Empire ottoman. Hrant Dink avait fait du dialogue entre toutes les forces qui souhaitaient changer et démocratiser la Turquie sa priorité. Avec modération, raison et diplomatie, il était engagé pour l'introspection politique globale de son pays. Et en osant qualifier des actes inhumains commis par l'Empire ottoman contre le peuple arménien, il a ouvert la voie à cette introspection globale. S'il a payé de sa vie son combat pour le dialogue, pour la réconciliation, son sacrifice n'aura pas été vain. Le choc émotionnel créé par son assassinat a permis d'accélérer le mouvement pour le rapprochement entre la Turquie et l'Arménie, deux peuples proches, deux voisins lointains, disait-il. Et aujourd'hui, dans un contexte où la liberté d'expression des journalistes en Turquie est bafouée, où la population arménienne est confrontée dans le Haut-Karabakh à de nombreux déplacements de population, se rappeler Hrant Dink et les valeurs qu'il défendait est plus que jamais nécessaire. Plus que jamais, le combat pour la vérité qu'il menait doit continuer à s'exprimer. Soyez assurés que plus que jamais, Paris et le 10e arrondissement seront des espaces où cette vérité pourra être nommée. En dénommant une place au nom de Hrant Dink en 2017, la ville de Paris rappelait que le combat de cet homme, de courage, d'intégrité, était un combat qu'elle partageait et que toujours elle défendrait. Lorsque le 10e a été frappé par une attaque contre la communauté kurde en décembre dernier, nous nous sommes rappelés une nouvelle fois à quel point ce combat pour la défense de vos droits devait continuer. Lorsqu'il y a quelques jours, enfin, le nord de la Turquie a été touché par un séisme d'ampleur, nous avons eu une pensée pour toutes les populations, en particulier les populations kurdes, qui allaient être impactées et profondément endeuillées. J'ai ce soir une pensée particulière pour les Kurdes, pour les Arméniens, les Kurdes et les Arméniens de Turquie touchés, et j'espère que face à cette catastrophe, ils seront traités avec respect et dignité. Je vous remercie. Bonjour chers amis, ça fait 16 ans aujourd'hui, nous voilà réunis une fois de plus ici, en pensant que la justice n'a pas été complètement rendue, que les ténèbres qui ont produit ces assassins perdurent et se renforcent. Nous voilà réunis ici sur ce trottoir, là où son corps s'est allongé en silence à jamais. 16 ans se sont écoulés depuis l'assassinat de Hrant Dink. Le sang continue de couler de la blessure de notre ami sur les trottoirs d'Osman Bey. Le sang qui s'écoule à travers ses pieds refermés sur eux-mêmes continue de chercher son chemin. Ce chemin, il le cherche à travers les badauds qui marchent d'un pas pressé, à côté de ses amis en colère qui pleurent derrière lui, en dessous des portes des tribunaux qui font obstacle à la justice, devant les chaumières où les marchands de haine rentrent paisiblement le soir. Ce sang cherche son chemin à travers les ruines de l'orphelinat de Kamparman vers Malatya, là où il est né, dans la terre d'Anatolie. Ce filet de sang trouvera son chemin. Il trouvera son chemin par la barque de Mustafa Subhi et de ses amis, par le verre cassé des lunettes de Sabahattin Ali, en se faufilant par les cheveux blancs de Moussa Antar, par chaque lopin de terre de l'Anatolie en 1915.
par les montagnes de Dersim en 1938, à travers les vitrines brisées d'Istanbul en 1955. Il se faufilera pour rejoindre le sang qui s'est écoulé de Maraş et de Sivas, le sang de ceux qui sont arméniens, grecs, kurdes et alévis, qui se font massacrer depuis des décennies sur ces terres, retrouvent le sang des intellectuels massacrés parce qu'ils voulaient l'égalité et la fraternité. Ceux qui voient ces chemins se disent « le sang coule énormément ». Pourtant, ces personnes ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses, mais leur sang a énormément coulé. Parce que dans ces terres, ne pas être assez nombreux a toujours été une raison suffisante pour se faire écraser. Ceux qui ne sont pas assez nombreux ont toujours attiré, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, le courroux de ceux qui étaient nombreux. Le minoritaire a dit au majoritaire « Tu es plus nombreux, tu es fort, et tu penses que tu as raison, mais tu n'as pas réussi à me faire ressembler à toi. » Et il a conclu « Tant que je serai là, ton règne ne sera pas parfait. » C'est pour cette raison que la majorité a détesté la minorité. C'est pour cela qu'elle a essayé de l'invisibiliser, de la réduire au silence, de l'exiler, de la faire fuir, de la détruire entièrement. Mais la majorité n'a jamais apprécié être tenue pour responsable des catastrophes qui lui sont arrivées. Puisqu'il n'était pas possible qu'elle puisse se tromper, les responsables des catastrophes qu'elle subissait se trouvaient dans la minorité. Minorité signifiait menace. Ils étaient les alliés des ennemis, de manière ouverte ou secrète. Ils avaient des queues, on ne pouvait pas consommer la viande qu'ils découpaient. Ils transmettaient des maladies, ils enlevaient nos enfants, ils s'attaquaient à notre unité, ils se plaignaient de notre pays à l'étranger. Ils avaient des visées sur nos territoires, ils étaient séparatistes, agents de l'étranger, ils étaient des traîtres et des collabos. La majorité a voulu faire disparaître la minorité parce qu'elle était vulnérable. Plutôt que de choisir des vraies cibles, l'humanité a toujours aimé rediriger sa colère, sa jalousie et sa haine aux plus vulnérables. La violence exercée envers les vulnérables est gagnante, parce que les auteurs ont peu de chances de prendre des coups. Plus l'homme est resté silencieux, fataliste, peureux face à son patron, au pouvoir qui le dirige, à la force qui l'écrase, aux catastrophes qui lui arrivent, plus il était impitoyable face à la minorité qu'il a désignée comme bouc émissaire. Parce qu'il savait au fond de lui-même qu'une violence exercée contre une minorité resterait impunie. Quant aux puissants, eux ont tout fait pour exciter la colère d'en bas contre les ennemis imaginaires, pour éviter qu'elle ne l'atteigne. Ce sont les puissants qui ont organisé, dirigé et encouragé en promettant l'impunité aux auteurs. Cette histoire ne concerne pas uniquement ces terres, mais toute l'humanité. Les destructions, les tragédies, les exils, les migrations, les massacres et les génocides continuent partout dans le monde à l'époque moderne. La majorité a haï la minorité. Elle a surtout haï les porte-paroles de la minorité, ceux qui demandaient à être traités comme des citoyens libres et égaux, non des parias. Elle a haï ces porte-paroles qui n'ont pas hésité à dire ouvertement, à la face des auteurs des crimes, leur vérité. Hrant Dink était dans l'histoire l'un de ceux-là, un incorrigible. Il était impossible qu'il le supporte, car il pouvait parler honnêtement sans être provoquant. Il mettait à bas l'hostilité sans provoquer des tensions. Il était intraitable sans être belliqueux. Il était courageux, car il ne connaissait pas une autre manière d'être. Il secouait les esprits sans crier. Il était une voix qui résonnait là où elle était entendue. Il était un socialiste qui ne parlait pas uniquement au nom des Arméniens, mais au nom de tous les opprimés, tous ceux qui étaient réduits au silence. Il venait de la lignée des Krikor Zohrab. Il n'était pas possible qu'il tolère cette voix, et ceux qui commettaient des crimes au nom de la majorité se sont unis pour le tuer ici, il y a 16 ans. L'histoire de l'humanité a commencé et a continué ainsi. Cependant, elle n'a absolument pas à finir comme ça. Nous pouvons et devons changer cette histoire. Si nous recherchons la justice,
Si nous voulons que soient punis les assassins de Hrant, pas uniquement les tireurs, mais aussi les organisateurs, pas uniquement les organisateurs, mais ceux qui ont fait de l'agitation, qui les ont désignés comme cibles, répandu leur haine. Si le sang de Hrant, mais aussi de nombreux innocents massacrés sur ces terres, continue de cheminer parmi nous, nous sommes obligés de changer cette histoire. Nous devons nous réunir ensemble, côte à côte, contre la violence du pouvoir et de la majorité, rester soudés, solidaires, afin de réécrire cette histoire. Car l'on n'est pas vulnérable lorsque nous sommes solidaires. Si une femme tuée par son compagnon n'est pas seule, si un Kurde ou un Syrien lynché n'est pas seul, si un Arménien massacré ou un Rome discriminé n'est pas seul, si les LGBTI qui voient leur droit à mener la vie qu'ils désirent bafoués ne sont pas seuls, à ce moment-là, nous ne sommes plus vulnérables. Nous sommes prêts à demander des comptes sur la violence que l'un d'entre nous, ou nous tous, subissons. L'histoire de l'humanité doit changer, et ça sera nous qui la changerons, en restant unis, solidaires, puis en s'adressant à la majorité, en lui disant « Ce n'est pas sans nous, mais avec nous que tu es heureux. Nous ne sommes pas l'autre qui te déteste, mais la richesse qui te nourrit. Ta haine ne fait pas que nous consumer, elle te consume aussi. Ce n'est pas nous qui avons créé ce système basé sur l'exploitation et la discrimination, où la dignité humaine est foulée et où le fort écrase le faible. Mais nous pouvons tous ensemble le détruire. Tu n'as pas en face de toi des ennemis, mais des amis. Chaque fois que tu te réveilles, tu verras en face de toi ton frère. Tu prendras soutien sur lui, et face aux puissants qui se nourrissent du sang, de la douleur et de l'exploitation, qui créent de la haine pour mener leur train de vie, pour garder leur mandat en provoquant des luttes fratricides. Contre cela, tu pourras leur dire stop. Il n'est pas impossible d'enterrer la haine dans ces terres et de pouvoir vivre ensemble. Des trottoirs d'Osman Bey à Hozat, de Hozat à Sassoun, de Sassoun à Van, à Diyarbakır, les chemins de sang s'allongent et s'étendent à l'horizon. Un jour viendra, nous érigerons des stèles au croisement de ces chemins. Nous apprendrons la vie de chaque victime et nous ferons le deuil de chacune d'entre elles. C'est comme ça que nous changerons l'histoire de l'humanité, parce que nous sommes les amis de Hrant et nous lui avons promis. Cette promesse, c'est de vivre ensemble dans l'égalité, la liberté et l'humanité. Nous sommes ici pour nous rappeler cette promesse. Nous sommes ici pour crier tout haut, n'en déplaise au fascisme, tu es mon frère, Hrant. Nous sommes réunis ici pour crier tout haut, nous sommes tous Hrant, nous sommes tous arméniens. Comme demain, nous serons tous des femmes, des Alevis, des Kurdes, des gays, des trans. Nous sommes ici pour prendre la plume des mains des criminels qui écrivent l'histoire et pour écrire tous ensemble l'histoire de la fraternité. Alors une fois de plus, nous disons à l'unisson, n'en déplaise au fascisme, tu es mon frère, Hrant. Tamam. Merhaba Garo. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Bizi kabul ettiğin için. Hrant Dink'in ölümünün 16. Yıl dönümü münasebetiyle yapılan toplantıda Akort'un ve diğer örgütlerin katıldığı bu toplantıda Paris'te sana birkaç tane sorumuz var. Birincisi, sen HDP Halkların Demokratik Partisi milletvekilisin. Önce kısaca bugün HDP'nin durumunu bize özetleyebilir misin? Anayasa Mahkemesi nezdinde kapatma kararı, HDP'nin aldığı seçimlerle ilgili karar ve bunun etrafında da tabii Kürt sorununun bugün Türkiye'deki geldiği sıkışmış durum üzerine kısa bir özet yapabilir misin? Elbette. Yani şu anda siyasette milliyetçi bir hegemonya var ve milliyetçi hegemonya Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretemiyor. Ve iki temel kamp var, tarihi kamp. Bir muhafazakar milliyetçi kamp,
AKP ve MHP'nin oluşturduğu e, Cumhur İttifakı Türkiye'de zaten faşizan bir rejime doğru sürüklüyor. Muhalefet de maalesef o da milliyetçi hegemonyadan şu ana çıkamıyor. Millet İttifakı'nın hitap ettiği muhalefet. Ve bu açmaz içinde biz üçüncü yolu temsil ediyoruz dedik ve her zaman da muhalefete en geniş demokrasi ittifakını kuralım dedik. Yıllardır bu çağrıyı yapıyoruz ama bu çağrılarımıza mukabele edilmediği için şu anda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarma kararı aldık. Yani kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik bir yaşamı savunan bir Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı aldık. Aynı zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı olarak parlamento seçimlerinde de en güçlü şekilde yer almak için mücadelemizi büyüteceğiz. Tabii bu şartlarda da belirleyici gücüz. Ama Erdoğan da bu belirleyici güç olduğumuzu farkında ve partimizi kapatmak istiyor ve yıllardır yaptığı gibi baskı ve zulüm politikalarını sürdürmek istiyor. Ama buna karşı HDP her zaman mücadelesini devam ettirdi ve devam ettirecek ve mutlaka ya bir yol bulacak ya da bir yol yapacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ve Türkiye'de tek adam rejimine son vereceğiz. Ama tek istediğimiz tek adam rejimine son vermek değil, aynı zamanda Türkiye'yi demokrasiye taşımak. Yani bir kötüden başka bir kötüye geçmeyi istemiyoruz. Türkiye'yi demokrasiye taşımak istiyoruz. Bu konuda umutlu olmak gerekiyor. Peki bu umut etrafında Türkiye'de demokratik rejime geçiş hazırlıkları seçimin kazanılması durumunda HDP'nin var mı? Elbette HDP'nin var ama biz şunu söylüyoruz. Bu mesele yalnızca HDP'li olmaz. Ama HDP'siz de olmaz diyoruz. Yani HDP muhatabını arıyor aslında. Ya bundan 7 yıl önce muhatabı AKP'ydi. Çünkü AKP o zaman daha fazla demokrasi yolundaydı. En azından bu faşizan çizgisine sapmamıştı. Çözüm sürecini sürdürüyordu. O zaman muhatabımız AKP'ydi. Ama şu anda biz muhalefete hep şu çağrıyı yapıyoruz. Dışlayıcı bir siyaset var. Erdoğan o yoldan çıktı ve dışlayıcı siyaset ortaya koyuyor. Gelin kapsayıcı bir siyaset ortaya koyalım diyoruz. Elbette farklı düşünüyoruz ki farklı siyasi partilerdeyiz ama nasıl ki İsrail'de Filistin meselesi, İsrail'deki bir partinin demokratik olup olmadığını veya bir cumhurbaşkanı adayının demokrat olup olmadığını gösterirse, Türkiye'de de Kürt meselesi veya Alevi meselesi veya Ermeni meselesi turnusol kağıtlarıdır. Bu konulara bakmayan bir siyasetin de Türkiye çözüm üretme şansı yoktur. Ama en fazla Türkiye'yi yönetme iddiası vardır ama Türkiye'nin sorunlarını çözme iddiası yoktur. Bir de şöyle bir tarihi bir hafızamız var. Evet, Abdülhamit dönemini hatırlamamız gerekiyor. Abdülhamit çok kötüydü. Abdülhamit istibdadı çok kötüydü. Ama o zaman 1908'de İttihat ve Terakki ve o dönemin Ermeni siyasi partileri birlikte Abdülhamit rejimine son verdiler. Ama İttihatçıların milliyetçi olmasını yok saydılar. İttihatçılar milliyetçi politikalarını sürdürdüler ve Ermeni halkının başta felaketi olmak üzere Osmanlı'yı ve tüm Anadolu topraklarını felakete sürüklediler. O açıdan biz yalnızca bir yöneten değişikliğini istemiyoruz. Bu karanlık dönemden sonra demokrasiye geçmek istiyoruz. Ama Millet İttifakı maalesef siz gözükmeyin, yalnızca bize oy verin diyorlar. Ben de tarihi bir hafızamda bunun büyük bir hata olacağını arkadaşlarıma anlatıyorum ve asla ve asla açık ve şeffaf bir müzakere olmadığı sürece Millet İttifakı'nın adayına oy vermeyeceğiz. Diyoruz ki bunlar ilk turdan önce olsun, ikinci turu beklemeyelim ve Evet. mutlaka tek adam rejimine son verelim ama ardından da Türkiye'yi demokrasiye taşıyalım. Demokrasi rayından çıkmış Türkiye'yi demokrasi rayına sokalım ve iradeyi parlamentoya alalım. Ama aynı zamanda Kürt meselesinin çözümüne, Alevi sorunun çözümüne, Ermeni sorunun çözümü gibi temel meselelerimize, kadın özgürlükçü bir yaşama doğru yelken açalım diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bundan bağlantılı olarak Ermeni soykırımından bahsettin. Türkiye'nin hafızasındaki en büyük darbelerden bir tanesidir. Kanayan yara ve sürekli geri gelen bir bastırılmış hafızadan bahsediyoruz. Hrant'ın ölümünden sonra Türkiye'de Ermeni soykırımının konuşulması, tanınması konusunda biraz yol kat etmiştik. Gördüğüm kadarıyla bunda birkaç yıldan beri gerileme var. Senin izlenimin ne? Ahmet abi şöyle yani biz Ermeni halkı olarak Ermeni soykırımını yaşadık ve Ermeni soykırımından sonra 80 yıl boyunca da Türkiye'deki Ermeniler
sessizliğe mahkum edildiler. Ve cezasız kalan her suçun tekrarladığı gibi bu suç da tekrarladı ve Ermeni halkı pek çok, başta Ermeni halkı olmak üzere pek çok öteki, pek çok suça maruz kaldı. Hrant Dink 1990'lı yıllarda bu sessizliği bozan isimdi. Ve hepimiz, bütün Ermeniler, mesela ben adım Garo ama benim kamusal alanda ismim Kaya'ydı. Yani kamusal alanda mamama, yani anneme anne demek durumundayım. Birbirimizin kod adları vardı. Gizlenirdik ve bu konular konuşulamazdı. Hrant Dink ve sizin gibi dostları bu meseleyi konuşulur hale getirdiler. Ama şimdi anlıyorum ki o dönem yalnızca bir parantezmiş. Yani müesses nizam o parantezi kapattı. Hrant Dink'i öldürerek kapattı ve Hrant Dink'le ilgili adaleti ortaya koymayarak kapattı. Dedi ki Hrant Dink adalet talep etti. Hayır, biz adalet talep eden bir kişiyi öldürürüz ve onun hesabını vermeyiz. Onunla ilgili adalet isteyenleri de sustururuz dedi ve o parantezi maalesef kapattı. Şimdi bizler o parantezi yeniden açmak istiyoruz. Yeniden hem Ermeni soykırımıyla yüzleşilmesini, hem Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle çözülmesini, Alevi sorunu gibi temel sorunların çözülmesini talep ediyoruz. Bunlar da belirleyici konulardır. Yani Hrant Dink'le ilgili adaletin sağlanması mücadelesini bizler niçin veriyoruz 16 yıldır? Çünkü Hrant'la ilgili bulabileceğimiz bir adalet bu ülkede bir Ermeninin öldürülmesi, yaşaması veya Ermeni soykırımıyla ilgili adaletin ortaya konulması ile ilgili belirleyicidir. Bu belirleyici noktaya tekrar dönebilirsek Türkiye'de demokrasiden bahsedebiliriz. Aksi takdirde bu noktaları yok sayan bir muhalefet, bu noktaları görmeyen bir muhalefetin de yalnızca Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası olabilir. Ama Türkiye'yi adalete taşımak gibi bir iddiası söz konusu olamaz. Evet. Peki bir son sorum olacak. Teşekkür ederim yanıtların için. Türkiye-Ermenistan ilişkileri de bu çerçevede 2000'lerin sonuna doğru biraz çözülür. En azından diyalog içine girer gibi olmuştu. Son dönemde özellikle Azerbaycan'ın saldırısı sonrasında ilişkiler çok geriledi. Şu anda durum ne? Burada nasıl bir perspektif görüyorsunuz? Türk-Ermenistan ilişkileri konusunda. Ya şöyle bir fırsat penceresi vardı. Biz bu fırsat penceresi aslında Birinci Karabağ Savaşı'ndan sonra da yaşadık. Yani 1990'larda bir fırsat penceresi vardı. Maalesef her iki tarafın, hatta her üç tarafında Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan milliyetçileri nedeniyle o fırsat pencereleri 1990'lı yıllarda kapandı. 2008 yıllarını hatırlayalım, bir futbol diplomasisi vardı. O dönemde kapılar açılacak, ilişkiler gelişecek diye umutlar vardı. Ama yeniden tarafların milliyetçileri tarafından, özellikle Erdoğan'ın sonuç olarak o kapıyı kapatması sebebiyle, dönemin Abdullah Gül'ün aktörlüğü ve Erdoğan'ın bu meselede e, yeterince bir çıkar sağlayamayacağını düşündüğü için o fırsat penceresi maalesef kapatıldı. Şimdi yeni bir fırsat penceresi var. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bir fırsat penceresi vardı demek istemiyorum ama neredeyse o fırsat penceresi kapanmak üzere. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de milliyetçi bir hegemonya var ve iki devlet tek millet anlayışı devam ediyor. Bu da Türkiye'nin barışçı iddiasını yok ediyor. Çünkü düşünün, kavga eden iki küçük devlet var Kafkaslar'da. Bunları barıştırma iddiasında olan ülke hangisi olabilir? Rusya mı olacak? Hayır, Rusya çözüm istemiyor. Çözümsüzlük üzerine Kafkaslar'daki hegemonyasını sürdürüyor. Amerika, Fransa mı? On binlerce mil ötedeki Amerika, Fransa mı? Hayır. Onlar da yalnızca bence Amerika ve Fransa söz kuruyorlar ama herhangi bir şekilde barışçı bir iddia konusunda yeterince görev ve sorumluluk almıyorlar. Bence bölgede barışı sağlayabilecek tek bir güç var, o da Türkiye. Çünkü Türkiye'nin çıkarınadır barış ama taraf tuttuğunuz anda barışı sağlayamazsınız. Özellikle sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması gibi bir iddia vardı ama o noktaya henüz varamadık. Bazı palyatif adımlar söz konusu ama benim ciddi bir kaygım var. Şu anda Karabağ'da 120 bin Ermeni 31 gündür, yani bir aydır blokaj altındalar. Evet. Ve bu blokaj hala çözülmüş durumda değil ve insani bir krize doğru Evet. sürükleniyoruz.
Bu da güveni yok ediyor. Bu güveni tekrar kazanmak için Türkiye'nin sorumluluk alması lazım ama iktidar bu milliyetçi politikaları sürdürürken barışa doğru sorumluluk alma şansı bence yok. Umarım ki Türkiye'de demokratik değişim olursa hem Kürt meselesinde hem Ermeni meselesinde, Ermenistan-Azerbaycan barışında hem de Yunanistan'la olan barışta hem de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde pozitif bir gündeme dönebiliriz. Amacımız dış politikada bu olacak. Eğer ki demokratik bir iktidara ulaşabilirsek Kafkaslar'da da pozitif bir gündeme dönme olasılığımız söz konusu olabilecek ama ciddi kaygılarım var. Yeni bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız. O Evet. çatışma riskini en azından şimdilik durdurmak için ben elimden geleni yapıyorum. Peki Garo, çok teşekkür ederim. Sana bu verdiğin bilgiler için mücadelenizde başarılar diliyoruz bütün Fransa'daki arkadaşlarımız adına. Umarım önümüzdeki kısa bir dönemde çok daha umutlu bir diyalog içinde oluruz. Çok teşekkür ederim. Hem Ben de Halk Partisi arkadaşlarıma teşekkürler. başarılar hem de özellikle sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de Fransa'daki Zaman ayırdığın için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de Fransa'daki tüm dostlara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hrant Dink'in de ruhu şad olsun. Asfalt İren Hokümlü Savore. Je veux d'abord remercier l'ensemble des organisateurs, ainsi que chacune des participants de cette soirée, parce qu'en ces temps troubles et critiques, le fait même d'organiser pareille manifestation est de nature à donner de l'espoir. Et puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'espoir, et que nous n'avons fondamentalement pas de très bonnes nouvelles à donner, on peut même estimer que la situation est fondamentalement désespérée, ou suscitant plus de désespoir que des motifs d'espérance. Nous allons nous efforcer de trouver quelques modestes lueurs d'espoir qui nous donnent de la force et la possibilité d'aller de l'avant. Je vous remercie donc pour cette occasion qui m'est donnée de parler du cours actuel de la normalisation entre l'Arménie et la Turquie, et je me centrerai davantage sur le climat régnant actuellement en Arménie, plus particulièrement sur les peurs. Je construirai mon propos sur les peurs, puisque, comme vous le savez, il y a le processus de discussion engagé entre Serdar Kılıç et Rupen Rupinian. Le format des rencontres continue. L'Arménie poursuit ses efforts pour séparer, détacher la normalisation entre la Turquie et l'Arménie des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Certes, ces efforts ne produisent pas beaucoup de résultats parce que nous sommes tous conscients que les deux processus sont liés, inséparables, et qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, parmi lesquels la présence de la Russie dans la région, qui, si pour l'instant n'a pas été négative, ne joue pas non plus un rôle positif. Il s'agit de problèmes politiques complexes. Et je ne veux pas m'appesantir sur eux, puisque vous en suivez l'évolution. Mais je mentionnerai que ce processus de normalisation politique arméno-turque, ce processus de rétablissement du dialogue, rencontre peu de soutien en Arménie, car il suscite de nombreuses craintes. La population a peur. Les angoisses d'annihilation, qui sont à relier à la turcophobie institutionnalisée, ont fortement augmenté, surtout après la dernière guerre du Karabakh, la guerre de 44 jours. Et si nous devons comparer la situation en Turquie et en Arménie, en Turquie, bien sûr, il y a un régime plus autoritaire là-bas. Là-bas, quiconque a une parole libre se retrouve aussitôt en prison. Tandis qu'en Arménie, c'est l'inverse. La pression ne vient pas pour l'instant de l'État, mais de la société. Et cette pression est très forte. En sorte que même la plupart des personnes qui sont partisanes de la normalisation des relations, de la réconciliation arméno-turque, se taisent aujourd'hui. Leurs voix ne sont pas très audibles, car la pression publique s'est fortement accrue. Nous devons donc exploiter chaque occasion pour briser le silence de ces gens, afin que tous les partisans de la réconciliation arméno-turque disposent d'un espace, de possibilités pour exprimer ce qu'ils ont à dire et le faire parvenir à la population. Ainsi, ce processus formalisé de rencontres entre Kılıç et Rupinian se poursuit, mais ne reçoit pas un très grand soutien de l'opinion publique, puisque les gens ont trop de craintes.
L'issue est hors de vue. Comment la situation va-t-elle se régler? L'avenir nous le dira. Dans l'état actuel des choses, nous sommes en situation d'attente et, comme je l'ai dit, les craintes se sont fortement accentuées. On s'attend à une catastrophe, on pense qu'une nouvelle guerre est possible avec l'Azerbaïdjan et que dans ces conditions, il n'y aura pas de traité de paix. Bien que Nikol Pachinian ait fait de la promesse politique d'ouvrir une nouvelle ère de paix dans la région, un des points forts de son programme lors des dernières élections. En tout cas, nous ne pouvons noter pour l'instant aucune avancée majeure dans ce sens. Je voudrais lire un extrait d'un article que j'avais écrit pour le 10e anniversaire de sa mort et qui était paru à l'époque dans Agos. Nous sommes tous Hrant, mais chacun de nous a son propre Hrant parce que nous sommes tous égaux et différents. Mais lui était unique, singulier comme nous tous. Hrant était à la fois l'un de nous et unique en son genre. En turc et en arménien, les contes commencent par « il y avait, il n'y avait pas ». Il était une fois. Comme si l'on signalait dès le début l'équivalence entre le réel et la fiction. Qu'y a-t-il? Que n'y a-t-il pas? Quoi de neuf? Demandent les Arméniens comme les Turcs quand ils se rencontrent, comme si dans la vie ce qui a lieu et ce qui n'a pas eu lieu comptait pour une seule et même chose. Il y avait Hrant, à tel point que son « il n'y a pas » un jour nous a tous, Turcs comme Arméniens, métamorphosés en Hrant. Et maintenant, c'est chacun de nous qui décide si son Hrant existe encore ou non. Le mien vit encore. Il vit tellement qu'il fait vivre 1000 et une fois plus qu'un vivant, tellement vivifiant qu'il inspire à lui seul plus qu'un peuple de morts, tellement loquace que souvent je me surprends à discuter avec lui. Nous sommes Hrant, mais chacun de nous a le sien. Pour un libéral d'Arménie, Hrant était un avocat de la réconciliation arméno-turque. Pour la société civile turque, il était le héros de la liberté d'expression, le défenseur et le porte-parole de toutes les minorités opprimées. Aux yeux de la diaspora arménienne, c'était une victime, un martyr. Ce serait injuste de se limiter à la diaspora. En Arménie aussi, un très grand nombre de personnes affectionnent la formule « 1,5 million plus 1 ». Pas moi. Mon Hrant est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une accusation. L'Arménien de l'extérieur, comme celui d'Arménie, ne partage pas la même patrie que le Turc. L'Arménien qui reste en Turquie, qui y vit, si. L'avenir de la Turquie n'intéresse pas les premiers, mais seulement son passé. Pour Hrant, la Turquie n'était pas une patrie du passé, mais une patrie réelle. Il souffrait de ses échecs, il se réjouissait de ses succès. Mon Hrant a fait de la question arménienne une question turque. Loin de l'enterrer dans le passé de l'histoire, il l'a reliée au futur de la Turquie d'aujourd'hui. Il y a une réalité brute. Comme pour la reconnaissance du génocide arménien, pour la préservation et le développement de la culture et de la langue arménienne occidentale, il n'y a pas d'autre moyen plus efficace, ni de garant plus solide que la démocratisation de son berceau historique, la Turquie contemporaine. Le reste est pur conte, qui fait de tout « il y avait » un « il n'y avait pas ». Un jour, nous étions tous Hrant, Turcs, Arméniens, Kurdes, Alévis ou Gays, tous ceux pour lesquels Hrant s'est dressé jusqu'au bout. Il savait que cela l'exposait à la mort. Un jour, nous étions tous Hrant, mais ce jour-là, il n'y avait plus Hrant. Pour conclure, je voudrais dire, en me référant au titre de la soirée, qu'il y a un espoir, puisque Hrant vit dans nos cœurs et dans nos pensées. Il y a un espoir, parce que pour autant que le monde actuel semble désespéré et mauvais, il n'est pas pire que le monde d'il y a 100 ans. Il y a un espoir, parce que notre cause est juste, elle est juste, la cause du partisan de la paix est toujours juste, celle du belliciste, du fauteur de guerre est injuste. Nous devons donc nous emplir d'espérance et poursuivre notre juste cause au nom de Hrant, au nom de la justice.
Eh bien, je suis réalisateur de films, producteur de films également, et scénariste. J'ai plusieurs fois écrit des scénarios de bande dessinée, en fait deux, à vrai dire. Le premier s'intitulait Varto, que j'ai publié en 2015, qui concernait l'histoire de deux enfants durant le génocide des Arméniens. Et là, en 2022, me revoilà à publier cette histoire du génocide des Arméniens qui raconte encore la situation de deux enfants dans la tourmente du génocide. Donc ça pourrait donner l'impression de se répéter, mais je vous expliquerai avec plaisir pourquoi ce n'est pas le cas. Oui, donc lorsque j'ai écrit Varto, c'était dans l'idée de faire ressentir au lecteur ce que l'impact psychologique du génocide. Et pour cela, j'avais imaginé une histoire d'enfants qui, conduits par un jeune adolescent turc, échappaient en fait au génocide et esquivaient le génocide. Et donc dans Varto, on ne le voit pas, mais simplement c'est étudié de façon à ce que par l'intime, par les relations entre le frère et la sœur, par le fait que les enfants ne connaissent pas ce qui est en train de leur arriver alors que le lecteur sait mieux qu'eux ce qui est en train de leur arriver, on déclenche cette émotion et cette empathie avec eux et avec leur trajectoire. Donc c'était la dimension psychologique du génocide qui m'avait intéressé à l'époque et que j'avais voulu traiter à travers cette histoire. Et à la différence d'une histoire du génocide arménien qui n'est pas mon idée au départ, ce projet ne vient pas de moi, ça vient de l'éditeur qui s'appelle Olivier Petit et qui a monté une maison d'édition qui s'appelle Petit à Petit. Donc voilà, c'est un jeu de mots. Et qui a dans cette maison d'édition une collection de docu-BD où il prend des thèmes d'histoire et qu'il entrecoupe de moments documentaires. Et il avait fait notamment un de ses albums sur la guerre d'Algérie avec Jean-Blaise Dian, mon co-auteur de Varto, et qui avait scénarisé cette histoire de la guerre d'Algérie. Et donc Olivier Petit souhaitait également traiter le génocide des Arméniens, et il s'est adressé à Jean-Blaise et à moi-même pour le faire. Absolument, oui, l'album n'est pas simplement une bande dessinée, il est entrecoupé de parties documentaires que j'ai écrit et qui pour moi, et si je peux en dire un mot, j'ai voulu retracer l'histoire des Arméniens depuis le début jusqu'à aujourd'hui et non pas traiter uniquement la partie du génocide. Parce que pour bien comprendre à quel point le génocide des Arméniens est un traumatisme, c'est qu'il faut, pour les Arméniens notamment, c'est qu'il faut remonter aux origines parce que c'est un peuple qui était accroché à ces terres depuis 3000 ans. Et il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que dans le traumatisme, il y a la perte des cimetières, la perte des églises, que ça compte énormément, puisque aujourd'hui on ne connaît plus, ce n'est plus les ancêtres ou les gens qu'on a connus, puisqu'on ne les a pas connus maintenant, mais que cette perte archéologique, cette perte de rupture devant une histoire si longue est un traumatisme qui est toujours vivace. Et pour le comprendre, il fallait remonter et expliquer l'histoire de ses origines. Et sur un autre plan, il fallait remonter jusqu'à aujourd'hui, parce que souvent on s'interroge pourquoi cette histoire continue de revenir, alors qu'elle a 100 ans maintenant, ou plus de 100 ans. Pourquoi est-ce qu'elle continue de revenir au devant de l'actualité? Pourquoi est-ce qu'on continue, ça continue d'être un point d'achoppement? Et pour ça, il fallait aller jusqu'à aujourd'hui, il fallait parler de Hrant Dink, il fallait parler de tout ce qui se fait autour de la Turquie, de la démocratisation en Turquie, de la lutte pour la démocratie en Turquie, et que le sujet arménien fait partie de tout ça.
Alors, dans Varto, c'était, il y avait différents éléments authentiques, mais c'était pas une vraie histoire. Varto n'est pas une vraie histoire. Alors que lorsque Olivier Petit m'a demandé d'écrire ce scénario, je savais que j'allais devoir affronter le génocide frontalement. Qu'il fallait, cette fois-ci, il n'était plus question de l'esquiver comme je l'avais fait dans Varto, il fallait le montrer puisque c'était ça le sujet, c'était le génocide et non pas le ressenti du génocide. Et du coup, je me suis souvenu de cette histoire que j'avais lue les mémoires dactylographiées d'un vieil homme qui avait écrit ses mémoires en arménien, il vivait à Arnaudville, et puis c'est longtemps après sa mort, ses descendants ont fait traduire en français, et puis ça circulait, ça intéressait un peu personne. Moi j'avais lu ces mémoires et j'avais été extrêmement touché parce que ces mémoires c'est celle d'un enfant qui reste sur place après la déportation et donc lui il est à même de raconter qu'est-ce qu'il se passe après et avec des détails qui sont extrêmement précis, extrêmement intéressants et qui mettent en relief le rôle de beaucoup de justes qui l'ont aidé. Même si, quand il écrit ses mémoires, il insulte tout le monde, et il est un peu raciste. Et si on avait dû traduire ses mémoires, il aurait fallu justement gommer toutes ces insultes, et puis c'est quelqu'un du peuple, donc ses mémoires étaient écrites vraiment comme ça. Mais néanmoins, son amitié avec le jeune enfant, son jeune copain, elle est authentique. Le maire qui le garde déguisé en fille, en le faisant passer pour une de ses épouses, ça aussi c'est vrai. L'homme dont il a peur, qui est nationaliste, probablement jeune turc, et dont il se méfie, qui le découvre, et qui finalement pleure parce qu'il est honteux de ce qui s'est passé pour les Arméniens, est une anecdote authentique. Tout ce que j'ai raconté, je ne l'ai pas inventé, c'était dans les mémoires de ces hommes, dont, hélas, je ne me souviens plus du nom. Et donc les noms ont changé. Par contre, la région est la même. C'est bien cette région-là. C'est bien dans cette région-là où il y a eu des gens qui se sont cachés dans les grottes et qui ont résisté. C'est vers Sivas. C'est vers Sivas, je crois que c'est Geremek, voilà. C'est un village par là où la population était mélangée arménienne et kizilbash, en fait, beaucoup. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette bande dessinée, et ça fait longtemps que c'est un sujet qui me préoccupe, je me suis dit, c'est pour les enfants, c'est pour l'éducation nationale. À l'éducation nationale, il va y avoir des enfants français qui vont prendre cette histoire un peu lointaine et pour laquelle il faut donner un maximum de clés pour le comprendre. Des enfants d'origine arménienne qui, pour le coup, savent globalement ce qui s'est passé, mais n'ont aucune idée des détails, et aussi et surtout des enfants d'origine turque, pour qui cette histoire est un traumatisme. C'est un traumatisme parce que il est naturel qu'en tant qu'enfants d'immigrés, ils idéalisent leur culture d'origine, et quand ils vont à l'école, on leur dit, on les pointe du doigt, et on leur dit, voilà votre culture d'origine, ce qu'elle a commis. Et j'ai voulu montrer que ce n'est pas leur culture d'origine qui a commis ça, c'est une idéologie, c'est un régime et une idéologie, et que leur culture d'origine a procuré des justes, a procuré des gens formidables, et qu'ils peuvent légitimement s'enorgueillir de cet aspect positif de leur culture d'origine, et non pas de se crisper sur les aspects négatifs de cette culture. Et il y a beaucoup d'exemples, et l'exemple de ces mémoires était parfaitement l'illustration. Et donc c'est pourquoi je suis parti des mémoires dont je me souvenais pour raconter, pour partir de l'histoire de fiction sur cet aspect des choses. Alors cette partie-là, la partie qui reste au village, effectivement est inspirée de ces mémoires. La partie qui raconte la déportation elle-même, puisque le jeune garçon, évidemment, il ne la connaît pas, la déportation, puisque lui, il a perdu le contact avec sa famille, puis qui est parti. Ça, c'est inspiré de l'histoire de ma famille, de ma grand-mère. Et donc, la partie déportation, c'est ma grand-mère. Voilà. Et même, d'ailleurs, tout à la fin,
tout à la fin, si vous le souvenez, la jeune fille, elle est recueillie dans une famille à Alexandrie, et il y a un petit bébé dans la famille, et ce petit bébé, c'est mon père. Parce que, en fait, mon père, sa sœur aînée, et il l'a appris tard et ça l'a traumatisé, mais que sa sœur aînée n'était pas sa vraie sœur, mais était une orpheline du génocide. Et il m'avait raconté, et je sais que ça l'avait toujours bouleversé, enfin à chaque fois qu'il en parle, ça le touche, parce qu'il a longtemps cru que c'était sa sœur, et un jour il a découvert que c'était pas sa sœur, qu'elle était adoptée, qu'elle était une orpheline du génocide. Et il dit, mais tu te rends compte, je savais qu'elle avait un frère, que ce frère n'était pas de notre famille, mais je faisais pas le lien que son frère n'était, et elle avait un frère qui n'était pas de notre famille, et qu'elle, du coup, elle était pas de notre famille. Et cette truc qui marchait pas, qui tenait pas debout, et je me suis jamais posé la question jusqu'à ce qu'on me le dise. Et je trouve ça assez bouleversant quand même. Et donc voilà, mon père, il a en dessin, c'est un petit bébé à la fin de la bande dessinée. Je pense qu'il est important de maintenir ce lien entre les Arméniens, les originaires d'Anatolie, que c'est capital parce que on voit bien à quel point nous faisons partie de la même famille, on voit bien à quel point nous aimons la même nourriture et comme disait Serge Avedikian, nous avons bu la même eau. Et ça reste quelque chose d'extrêmement important et effectivement, dans le passé, nous vivions en voisins et nous avions ces relations proches. Aujourd'hui, on retrouve ces relations dans la banlieue parisienne et il est important de trouver des objets comme ce livre ou des lieux comme certaines associations où on peut continuer à vivre ensemble parce que vivre ensemble, même en diaspora, même à l'étranger, c'est un projet d'avenir au pays. Nous avons tenu la 13e des rencontres annuelles que nous faisons depuis l'assassinat de Hrant, la 13e de ces assemblées où, au début, nous apprenions à nous connaître et où maintenant nous nous connaissons assez pour pouvoir faire venir chaque année des associations, des organisations nouvelles dont Ahmet Insel vous a donné la liste en début de réunion. Nous l'avons tenu malgré les pressions, malgré le contexte de régression, malgré les passions même qui ne vont pas en ce moment dans le sens de la paix. Nous l'avons tenu et je crois que nous l'avons enrichi. Nous l'avons enrichi notamment par l'intervention de Bahrouz Samadov et de Armen Ohanian qui ont agrandi allongé la chaîne des participants à ce combat pour la paix, mais qui aussi ont renouvelé notre vision, nos visions de cette lutte. Je citerai la phrase d'Armen Ohanian disant que l'objectif est de élargir l'espace des possibilités pour que les partisans de la réconciliation puissent s'exprimer. Et je citerai aussi Bahrouz Samadov, lorsqu'il dit « En Azerbaïdjan, il faut que le nationalisme violent soit rejeté pour qu'on puisse penser à une paix durable avec l'Arménie. » Dans l'actualité même, l'actualité la plus extrême, la plus douloureuse, paradoxalement, on peut voir aussi des signes d'espoir. Le premier signe d'espoir, c'est que il y a des sauveteurs arméniens qui ont traversé la frontière, sont venus aider leurs voisins si proches, et ont sauvé des vies de la population turque. Il y a la Turquie elle-même qui a, alors que la frontière terrestre était fermée depuis plus d'une dizaine d'années, la Turquie a ouvert un poste frontière pour faire passer justement ces sauveteurs arméniens. Et derrière ces gestes, il y a sans doute une évolution des sentiments, ou en tout cas la manifestation aujourd'hui de sentiments qu'on n'entendait plus, et de sentiments qui sont des sentiments de solidarité, de rapprochement, de proximité des situations. Les Garo Paylan, à qui nous avons
que nous avons écouté tout à l'heure est tout à fait en phase avec ces événements. Il s'est fait l'interprète attentif de ces rapprochements, de ces événements qui affirment une dynamique. Pour nous, nous prendrons toute notre part en 2023 à ce que cette dynamique devienne un nouvel élan social et politique.